Ça, c'est quelque chose que j'invite chaque personne à faire, c'est d'essayer de trouver un moyen pour être le héros de sa propre vie. Comment se créer son propre monde. C'est tout un peuple qui accepte et qui sont derrière, qui poussent. Et ça me donne de la force, tu vois, de l'énergie pour continuer, pour faire des choses même plus grandes, plus importantes. C'est important de laisser une trace pour nos enfants, pour toutes les générations à venir, pour se dire que finalement, on n'est pas venu ici pour rien. Il y a eu un groupe de personnes qui a pensé que Nelson Mandela aurait voulu me rencontrer et ils ont organisé ça et ça s'est fait. Bienvenue sur Ego Trip, le podcast où l'art rencontre la vie et où chaque histoire devient un miroir de qui nous sommes. À chaque épisode, je vous propose de plonger dans un extrait de film, de chanson ou de livre qui attise ma curiosité. Je partagerai avec vous mes pensées, mes réflexions pour qu'on puisse ensemble tirer des leçons de vie afin de mieux vivre et ne plus passer à côté de l'essentiel. Que ce soit en solo ou avec des invités inspirants, on explore comment ces chefs-d'œuvre peuvent nous réveiller, nous révéler et surtout nous inspirer. Je vous souhaite de savourer ces partages comme un moment rien que pour vous, avec l'art et les histoires de vie. Parce que les deux, en fait, c'est ce qui nous inspire le plus, non ? Abonnez-vous pour ne rien rater. Bonne écoute ! Et ça y est, on est sur un nouvel épisode d'Ego Trip. Je suis ravie parce que cette fois-ci, je ne suis pas seule. Vous le savez que j'aime bien alterner pour avoir un invité inspirant de temps à autre. Ce soir, je suis avec quelqu'un qui, moi personnellement, m'a beaucoup inspirée depuis pas mal d'années. Et il a sorti son livre la semaine dernière. J'avais vraiment à cœur de l'avoir avec moi sur ce nouveau format, Ego Trip. Parce que moi, l'objectif, c'est vraiment qu'on parte d'une œuvre d'art, d'une citation, d'un livre, d'un film, d'une parole de chanson, et qu'on puisse ensemble découler tout cela et voir en fait vers quoi ça nous emmène dans la vie. Faire en quelque sorte notre propre odyssée, une espèce d'exploration qui nous amène à nous revisiter. Et je pense qu'avec lui, on va être servi ce soir, donc je suis ravie. Merci Jimmy d'être avec moi. Merci à toi Céline. Comment tu vas ? Écoute, bien, un peu fatigué parce que je tourne beaucoup pour cette promo, pour ce livre. Et non, c'est intéressant parce qu'à chaque sortie, c'est un petit peu de moi-même que je donne un petit peu plus. Donc voilà. On va en reparler tout à l'heure, mais oui, effectivement, ton livre est sorti le 24 octobre, je crois, la semaine dernière, Correct. aux éditions Récamier. Ouais. Et moi, je suis vraiment ravie que tu sois là parce qu'on s'est rencontrés une fois. Voilà, Ouais. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Et si je retiens bien une chose de notre rencontre, c'était vraiment cette envie. C'est bien plus qu'une envie, c'était quelque chose de très profond qui t'animait. Tu avais vraiment à cœur que le monde entier puisse être inspiré de ton histoire, mais de toutes les histoires de l'humanité finalement. Et je pense que tu as vraiment un message d'espoir à livrer parce qu'on est nombreux, et je me mets dedans, à parfois subir un petit peu notre vie et se dire que finalement, on est au plus bas. On a du mal à accueillir les épreuves comme quelque chose de bénéfique. Et je pense qu'à travers la lecture que tu nous offres avec Heroes, j'ai peut-être pas le bon accent, mais en tout cas, Non, Heroes. on peut rester au français. Héros. À vrai dire, j'ai héros, tout simplement. Héros. Ouais, Alors, restons sur le français, ouais. ça me va très bien, Exact. ça m'arrange. Mais j'ai vraiment cette sensation que tu vas nous aider, en tout cas après la lecture, à se dire que c'est OK d'avoir des épreuves, on en aura quoi qu'il arrive. Et si on en a, c'est peut-être justement pour revenir à nous, pour revenir à l'essentiel, pour revenir aux racines de l'être, et peut-être se dire que c'est un nouveau départ, une renaissance et une transformation vers quelque chose d'encore plus vivant, Oui, avec les messages de la vie. Les épreuves, la souffrance, c'est pas une fin. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à vivre, comment est-ce qu'on peut continuer à créer, à exister. Ça peut des fois nous aider à aller plus loin, à voir des choses différemment et comprendre les choses différemment. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à tout accepter, y compris les épreuves difficiles. Donc, on pourra en parler un petit peu, Avec si tu plaisir. le désires. Moi, j'aimerais, alors, pour t'expliquer un petit peu le principe de ce podcast, c'est vraiment de partir d'une œuvre d'art. Et je te demandais justement, il y a quelques minutes, quel est vraiment ce message qui est le plus représentatif de ton livre ? Quelle est cette phrase, quel est ce truc en tout cas que tu as écrit qui pour toi est vraiment toi ? Pour toi, ta philosophie de vie. Et tu me disais tout à l'heure que pour toi, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que ce qui compte vraiment, c'est ce que l'on a déjà. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Oui, en gros, c'est de faire avec ce que l'on a. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut s'approprier de sa propre personne et de faire avec ce que l'on a. Donc, c'est-à-dire peut-être repousser, écarter
la société, le système qui nous écrase parfois pour exister avec ce qu'on a déjà. Parce que déjà, juste le fait d'exister, c'est bien. C'est vraiment C'est une bien chance, ouais. d'exister. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de notre existence? Peu importe ce qu'on a, très souvent, c'est suffisant. Donc maintenant, il faut reconnaître ça et faire le maximum avec. Et ne pas tomber dans le piège de regarder ce qui se fait ailleurs ou du moins d'accepter ce qu'on nous propose, ce qu'on nous offre, ce qu'on nous impose parfois. Donc voilà, quoi. C'est vrai que ça, c'est le message fort de mon récit, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'appelle Héros. Héros, c'est pas vraiment pour faire allusion de la série de télévision Et ouais, Heroes. à desquels on t'a découvert beaucoup, en tout cas en France. Oui, et j'accepte qu'on fasse cette allusion. Mais pour moi, héros, c'est comment être le héros de sa propre vie. Voilà. Dans son épopée. Exactement. Donc, ça, c'est quelque chose que j'invite chaque personne à faire, c'est d'essayer de trouver un moyen pour être le héros de sa propre vie. Comment se créer son propre monde et être maître de son destin d'une certaine manière. C'est beau parce que, tu sais, moi, je me dis... alors, je suis dans le storytelling et je pense qu'à force d'accompagner les gens à se reconnecter à leurs histoires, c'est un petit peu ce que j'en tire comme leçon. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, tu sais, un être humain, quand il sort du ventre de sa maman, donc il est lui-même. Ouais. Et puis, au fur et à mesure des secondes de la vie, il est un peu déformé par la vie. C'est-à-dire qu'il y a son éducation, il y a ce que les parents veulent imposer des fois, mais avec une belle intention, hein, mais qui n'est pas forcément ce qu'il est lui. Ouais. Il y a l'école, il y a la société, il y a son patron, il y a les rencontres qu'il va faire. Et finalement, plus on grandit, plus on s'écarte un petit peu de cet être originel que l'on est. Et finalement, est-ce que ton message, ça veut dire que aujourd'hui, l'humanité, elle est beaucoup sur l'avoir, sur les possessions, etc. Et est-ce qu'on n'aurait pas tout à y gagner finalement à revenir à ce que l'on est vraiment, à ce qu'on appelle véritable nature, un peu dans le jargon de la méditation, mais revenir en fait à ce qu'on est vraiment. Et moi, je pense juste que parfois, la réponse à beaucoup de questions et beaucoup de questions qui nous permettraient de moins subir notre vie, c'est juste de se dire, et si je m'écoutais? Et si juste je m'écoutais et que j'étais moi? C'est vrai que l'une des choses les plus importantes, c'est les relations humaines. Pour moi, c'est la plus importante. Donc, on peut avoir toutes les choses qu'on veut dans le monde, mais sans l'humain, toutes ces choses ne valent que dalle. Donc maintenant, c'est comment rester dans ce genre de philosophie. Moi, personnellement, j'ai eu de la chance d'avoir vécu ou grandi dans un environnement où tout était basé sur l'humain. Et ça, c'est par pur accident. Hein. C'est parce que voilà, j'ai grandi dans des situations peut-être défavorisées, sans électricité, sans eau potable. C'est-à-dire, on était obligé de faire face à nous-mêmes et d'être avec les autres, quoi. Et c'est vrai que ça peut, quand on entend ça, on dit, oh, il n'a pas de chance, lui, il a fait. Non, c'est pas ça. Au contraire, pour moi, c'était génialissime. Ouais. Parce que c'est ce qui me donne de la force maintenant. Parce que moi, pour moi, toutes les valeurs passent par l'humain. Bien sûr. Donc, et c'est aussi ça, je pense, qui m'a donné beaucoup de force pour pouvoir continuer dans ce domaine. Et puis aussi pour, d'une certaine manière, garder les pieds sur terre et ne pas se perdre. Toujours savoir qui on est, garder son identité et être le plus soi-même que possible. Donc c'est pour ça que quand je dis ce qui compte, c'est de faire avec ce que l'on a. Voilà, ce que l'on a, c'est énormissime, quoi. Faut juste qu'on se rende compte. Et qu'est-ce que tu as, toi, Jimmy? Qu'est-ce que tu considères justement comme ce qui t'appartient, ce qui fait partie de ton identité? Quelles sont ces choses ou ces personnes ou ces traits de personnalité, par exemple, dont tu es le plus fier? Qu'est-ce que tu as? Ben déjà, la vie, comme je disais, d'avoir la vie, il faut en être conscient. Et ouais, moi, j'ai eu la chance d'être élevé par une famille, par une communauté qui avait une vraie identité, des vraies valeurs et qui ont pu m'inculquer tout ça, qui n'était pas basé sur tout ce qui est matériel. Ouais. Et encore une fois, ça, c'était malgré eux. Donc, du coup, les désavantages d'avant deviennent des avantages maintenant pour moi. Donc oui, ça, ce sont des choses que je garde près de moi et je ne veux pas que ça disparaisse non plus. Donc ouais, ce que j'ai de moi, c'est ce rapport avec l'humain. Et j'adore être avec les gens. Moi, c'est ce qui me fait vivre, avant tout.
Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi cette vie-là? Alors déjà, est-ce que tu l'as choisi, cette vie un peu rocambolesque où il y a vraiment plein de choses? Tu as été danseur, tu as été mannequin, tu as été acteur, enfin tu es acteur et tu es un artiste en plus d'être un humain. Tu as eu mille et une vies, tu as grandi autant dans le 94 qu'à Paris, qu'à Barcelone, en Italie, tu es parti en Afrique, Los Angeles, Haïti. Enfin, tu as vraiment parcouru le monde et je pense que tu as grandi dans chacune de ces villes, dans chacune de ces communautés, en plus de ce que tu as inculqué ta famille. Qu'est-ce que tu as pu tirer comme leçon de vie dans ces différents endroits? Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a peut-être plus marqué et t'a appris davantage de choses? Mais c'est vrai que chaque endroit m'a servi de vraies leçons. Et ce que je trouve qui est important, c'est que c'est dans l'interconnexion de tout ça, de toutes ces cultures, de toutes ces idées, ces horizons. C'est comment est-ce que ça se mélange. Le croisement de tout. Le croisement de tout, ouais. C'est ça qui converge et qui, en tout cas, ce qui me concerne, qui me fait devenir moi, quoi. J'ai l'impression des fois d'être un pont qui peut relier toutes ces choses. Et là, je parle de l'Afrique à la Caraïbe, des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Inde, voire même l'Amérique du Sud. Donc voilà, le fait de pouvoir naviguer tous ces endroits, ben voilà, je retrouve beaucoup de similarités. Notamment sur peut-être l'humain. Exact, parce qu'on a tous les mêmes envies. C'est exprimé différemment, mais les envies de base sont les mêmes. Et parce que des fois, il y a une petite différence, on pense que ça a son importance. Non, une différence n'a pas d'importance, c'est juste une différence d'approche. Mais à la fin, on désire les mêmes choses. Est-ce que ce n'est pas une question d'intention? On se dit souvent que oui, alors dans telle culture, ils sont un peu différents, ils ne vont jamais me comprendre. Tu sais, même dans un mariage, quand il y a... Par exemple, moi, je suis métisse, si je me marie avec un Africain ou un Blanc, on va peut-être me dire, attention, il ne va pas te comprendre en face, ce n'est pas du tout la même éducation. Alors que finalement, peut-être qu'on a la même intention, on a juste à savoir peut-être comment l'autre communique pour pouvoir s'accorder et finalement se comprendre. Ouais. C'est un peu ça. Le plus important, c'est d'essayer de se comprendre. C'est uniquement ça. Même les problèmes de langue, il y en a un qui parle français, l'autre qui parle chinois, ils ne vont pas se parler parce qu'ils ne se comprennent pas. Mais s'ils se comprennent, ils peuvent être les meilleurs amis. Donc, maintenant, c'est comment faire l'effort pour faire un pas vers ce qu'on ne comprend pas et l'inviter à ce qu'on communique d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a plein de manières de communiquer. Ce n'est pas uniquement avec la langue, ça peut être avec le gestuel, le regard, bien sûr. avec les intentions, avec l'énergie. Je pense que c'est même plus beau que les mots parfois. Exact. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire ce genre de pas? Ou du moins, est-ce qu'on préfère rester dans nos cases pour pas sortir de nos limites Et se trouver des prétextes parfois bidons. Complètement. Ouais. Donc, moi, de mon côté, je pense que je suis toujours très curieux. Voilà, je prends des risques. Je m'ouvre à tout. Ouais, ça, on l'a vu. Tu as pris beaucoup de risques dans ta vie. Je pense que sinon, tu n'aurais pas fait tout ça. Mais complètement. Et aussi, prendre les risques, c'est de ne pas avoir peur de se casser la gueule. Exactement. Donc, voilà. D'ailleurs, tu sais, dans ce qu'on appelle, alors moi, j'aime pas trop ce mot-là, mais le développement personnel, souvent, on dit que pour vaincre ses peurs, justement, il faut juste oser. Il faut juste oser faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et la peur disparaît. Et après, donc, finalement, ça devient facile. Là, justement, on parle de communiquer, de se trouver des excuses pour pas forcément comprendre l'autre. Non, oui, effectivement, il faut se comprendre. Est-ce que toi, tu penses que l'art est un moyen de se faire mieux comprendre? Tu vois, par exemple, un humoriste, peut-être parfois, va jouer peut-être de l'humour pour faire passer des messages profonds. Un danseur va jouer avec son corps pour faire passer des messages. Est-ce que toi, dans l'art, que ce soit lorsque tu as joué dans des films des personnages hyper charismatiques ou parfois plus doux, ou est-ce que dans le fait d'écrire des scénarios ou ce livre, justement, qui est sorti la semaine dernière, est-ce que tu trouves un moyen peut-être plus libérateur, peut-être plus facile, peut-être plus impactant, peut-être plus universel de faire passer tes messages? Bien sûr, l'art, c'est un moyen de communication et on peut faire passer énormément de choses à travers l'art, à travers un film, un livre, une chanson. Par exemple, je sais qu'il y a certains personnages que j'ai joués, tels que Toussaint Louverture. Et là, on fait passer un message, mais très, très fort. On parle de la personne qui a aidé Haïti à se libérer des colons, donc de la France,
qui est devenue donc la première république noire à avoir son indépendance, puis après qui a fait en sorte d'aider l'Amérique du Sud à se libérer. Donc oui, quand on incarne un personnage aussi puissant, c'est un message fort qu'on fait passer. Donc oui, je pense que l'art a vraiment beaucoup d'importance. En plus de ça, c'est que en tant qu'acteur, quand on incarne ce genre de personnage, eh ben, il y a une partie de nous aussi qui devient ce personnage, Bien sûr. ou du moins qui est compris comme étant le personnage. Donc ça nous amène à d'autres dimensions, à d'autres univers, à d'autres conversations et de dialogues. Et des fois, ça peut aussi changer notre destin parce que on accepte pleinement la responsabilité qui vient avec certains rôles qu'on joue, avec certains livres qu'on écrit, avec certaines musiques qu'on doit défendre, certaines paroles. Donc bien sûr, l'art est très important concernant la communication et l'éducation. Bien sûr. Ouais. Et je rebondis sur ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, dans l'épisode d'avant, je te le disais tout à l'heure, on parlait de rencontres. Et finalement, est-ce que Jimmy rencontrerait pas des fois les personnages qu'il joue? Tu vois, c'est une espèce de rencontre parce que le temps que tu prépares ce personnage, quand tu l'interprètes, même des fois quand tu le visionnes après, Ouais. finalement, c'est Jimmy vs le personnage. Ouais. Et c'est deux hommes, en fait, deux bonhommes comme ça qui ont chacun leurs histoires mais qui se confrontent et qui apportent l'un à l'autre. Ouais. Jimmy apporte du relief au personnage et ton personnage t'apporte du relief dans la vie et te permet de jaillir de nouveau peut-être autrement. Complètement. Et est-ce qu'il y a un personnage qui t'a plus marqué dans ce sens-là et qui t'a peut-être changé en tant qu'homme? Ouais, je pense que chaque personnage t'apporte quelque chose parce que c'est une relation. De toute façon, toute relation t'apporte quelque chose. Grave. Donc oui, moi, je pense que le fait d'avoir incarné autant de personnages, ben, je prends un peu de tous ces personnages parce que j'apprends en plus Tu de dois avoir cela. pas mal de personnalités, là, du Mais coup. c'est dingue, oui. Ouais. Mais d'où la possibilité de s'adapter à toute situation, à tout moment. Oui, complètement. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Et là, faut les assumer, il faut essayer de les comprendre aussi. Quand on joue des rôles, des personnages plutôt négatifs, on comprend la face cachée des choses. On essaie de comprendre, en tout cas, même si on ne comprend pas tout le temps. Mais ne serait-ce que de se mettre dans la peau de ce personnage, ben, ça nous habite un petit peu. Et on peut devenir ce personnage. Donc, c'est super intéressant. De toute façon, tout ce qui est visible, touchable, c'est la réalité. Donc, si on incarne un personnage, il y a une part de réalité dans cette incarnation. Maintenant, il faut en être conscient et il faut savoir comment est-ce que ça agit sur nous par rapport à nos autres personnalités. J'allais dire par rapport à notre personnalité parce qu'on n'a pas qu'une personnalité, on a plusieurs personnalités, tu vois. Il y a plein de choses qui cohabitent dans nous-mêmes, tu vois. Donc, c'est super intéressant, mais faut juste en être conscient, puis tout nous fait grandir. Et c'est vrai que moi, quand j'incarne l'haïtien dans Heroes, ce n'est qu'un rôle dans une série, mais la dimension que ça a pris, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Non seulement j'incarne un héros haïtien, donc le message que ça donne à Ça tous devait les être Haïtiens. énorme pour toi à l'époque. Ben complètement. Ouais. Complètement. Déjà, un héros haïtien, tu devais être tellement fier. Ouais, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas trop l'habitude d'entendre, d'associer Haïti avec le mot, le terme héros. Donc, tu te rends compte déjà, du c'est truc tout un que tu as peuple. apporté déjà? Ouais, c'est tout un peuple qui accepte et qui sont derrière. Et moi, je suis là, je suis conscient qu'il y a tout ce monde-là derrière qui pousse. Et ça me donne de la force, tu vois, de l'énergie pour continuer, pour faire des choses même plus grandes, plus importantes. Et puis après, tu fais toute cette ouverture, c'est encore plus fort, plus lourd, donc encore plus de force. Donc, c'est juste pour dire comment est-ce que l'art, d'une certaine manière, peut t'aider à trouver des directions dans ta vie, tu vois, et à faire des rencontres que jamais tu aurais fait avant, parce que grâce à ces incarnations, grâce à ces rôles, ben, tu es mené à faire certaines choses, à aller dans certains événements, à prendre la parole sur certains sujets. Donc, toutes ces choses-là deviennent toi, que tu le veuilles ou pas. Ça devient une réalité. Donc, c'est assez intéressant. C'est fascinant. Ouais. Dans ton livre et dans la promotion que tu en fais et de tous les gens qui en font, on voit beaucoup des bidonvilles à Hollywood. Ouais. T'es passé à l'Élysée, t'es passé dans pas mal d'endroits assez prestigieux comme ça ici et là-bas. Et tu viens quand même d'Haïti, un peuple qui souffre, qui subit énormément, qu'on délaisse parfois. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi pour
réveiller et tirer la sonnette d'alarme et qu'on s'y attarde un peu plus. Mais parlons un petit peu de ton histoire. Tu viens d'Haïti, tu es né là-bas. Ouais. Ensuite, tu as grandi, je crois, à Choisy-le-Roi, c'est ça, dans le Ouais, 94? Je suis passé des bas-fonds de Pétionville, qui est l'une des villes majeures en Haïti. Moi, j'habitais dans le bas-fond. Et quand je dis le bas-fond, c'est parce que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Donc voilà, ça, c'était mes premières années dans la vie, dans le monde. Et puis Tu avais des après, frères et sœurs? oui, j'avais un frère et une sœur. D'accord. Et puis après, il y a eu ce changement de pays, ce changement de culture, ce changement de climat, de nourriture, de musique, des choses qui m'étaient chères, que j'ai dû oublier du jour au lendemain, en passant de Pétionville à la banlieue nord avant tout, parce que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Soisy-sous-Montmorency, D'accord, ok. dans une 95. cité dans le 95, ouais. Donc voilà, fallait déjà accepter. Donc voilà, je suis un vrai Un banlieusard. changement Pour ceux qui ne le radical. savent pas, je suis un vrai banlieusard. Bien habillé, etc. Mais banlieusard, ça T'inquiète veut rien pas. dire. Ouais, c'est à l'intérieur. Bien sûr. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'arrive à naviguer dans plein d'eau. Tu vois, donc je suis un caméléon. Bien sûr. Donc si je dois être banlieusard, je suis un banlieusard. Voilà, si je dois être SDF avec les clochards de l'extérieur, je peux l'être aussi. Ouais. Donc j'ai fait la banlieue nord, après j'ai fait la banlieue sud, donc Ok. Thiers, Choisy-le-Roi. Et puis après, je suis rentré dans Paris. Ok. Quand j'avais peut-être 20, 21, c'est là que j'ai commencé à me connaître un petit peu plus, quoi, tu vois, en traînant dans les boîtes les plus branchées, en voyant des gens super cotés devant moi qui m'ont inspiré à essayer de goûter à ce monde qui était tellement loin de là d'où je viens que voilà, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu être possible. Mais ceci dit, avec beaucoup de difficultés par moment, j'ai pu arriver à faire des choses intéressantes, je pense. Ah ouais, je pense aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais que tu avais une espèce de revanche à prendre sur la vie parce que tu pensais peut-être aux gens que tu as laissés en Haïti et tu repensais peut-être à ces moments que tu as... Peut-être sur le moment, c'était normal, c'était ta norme, entre guillemets. Mhm. Et puis après, quand tu es arrivé en France, quelle que soit France ou ailleurs, mais banlieue nord, banlieue sud, mais en tout cas, tes conditions de vie au quotidien avaient changé. D'un seul coup, tu as l'électricité, mais en même temps, c'est comme s'il y avait ce déracinement de culture. Tu perds un peu des choses qui te sont chères, mais en même temps, tu as plus de confort. Il y a cet effet un peu qu'on retrouve Voilà, moi, je parle avec une Peul il n'y a pas longtemps qui a grandi au Sénégal, qui arrive au Havre, et puis après qui est ballottée de Paris à Londres, puis après en Argentine. Donc, tous ces changements, en fait, est-ce que c'est pas perturbant quand tu es un jeune homme et que tu essaies de te construire? Ouais. Ou est-ce que finalement, peut-être, tu t'es dit non, finalement, moi, c'est ma force parce que j'ai fait toutes ces rencontres, mais j'ai quand même une revanche à prendre sur la vie. Qu'est-ce que tu te disais à ce moment-là, vers les 15, 18 ans? Ouais, non, mais c'est sûr, c'était super compliqué. Moi, j'aime pas trop parler de revanche parce que j'ai pas de revanche à prendre sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit. Et je dois quand même signaler que, certes, je n'avais pas d'électricité ou d'eau potable à la maison en Haïti, mais j'ai adoré cette vie. Voilà, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était avec l'humain. Des fois, on plus peut simple, tout avoir et être misérable comparé à celui qui a très, très peu, mais voilà, qui est très content dans sa vie. Moi, c'était un changement, mais radical d'Haïti à la France. Ça, c'est un vrai changement. Parce que on m'a dit qu'un jour avant de partir d'Haïti, que j'allais partir d'Haïti. Ah oui, d'accord. Ouais, donc un jour, t'as pas eu le temps forcément de te faire à l'idée, quoi. Du tout. Je ne savais pas ce que ça voulait dire d'être en France. Je savais parce que je savais que tout le monde essayait de sortir d'Haïti, d'aller aux États-Unis, au Canada, voire même en Martinique, République dominicaine. Et ma mère était déjà en France, donc je savais qu'il y avait cette possibilité. Et tous les gens autour de moi voulaient aussi partir parce que c'est ce qui se faisait. Ouais. Mais ceci dit, quand je suis arrivé à Paris, ou en France, ou dans la banlieue, voilà, c'était un changement radical. La personne que j'étais, il fallait mettre cette personne de côté et mettre les habits de quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas, mais il fallait faire semblant de connaître cette personne. Donc ça, c'était super brutal. C'est pour ça que tu es devenu acteur. Je sais pas. Tu as pris cette habitude-là tout de suite de rentrer dans la peau d'un personnage. Oui, c'est vrai qu'on s'adapte quand on vient de certains endroits comme ça, comme Haïti.
ben on s'adapte et en s'adaptant, c'est vrai qu'on joue un personnage parce qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes. On n'est pas vraiment nous-mêmes, on est obligé de se faire accepter. Et pour se faire accepter, il faut se plier à beaucoup de choses qui peuvent être super dures quoi, pour un gamin. Mais surtout à l'intérieur, des choses qui ne se voient pas, mais à l'intérieur, on peut facilement être rongé par la vie qu'on vit. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'études qui sont faites sur ces gens qui viennent de milieux un peu défavorisés. Quand on vient de la cité, mais il n'y a pas d'études qui est faite sur nous. Si on se plante, c'est parce qu'on est mauvais, tout simplement. On ne peut pas faire des études sur nous-mêmes pour se dire qu'est-ce qu'il fait qui réagit de telle ou telle manière. Quelles sont les séquelles qu'il a eues dans son enfance qui font qu'il est de cette... Donc voilà, on n'est pas du tout entouré, encadré. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs. La grande majorité des banlieusards ou des mecs de cité, ils ont des futurs qui ne sont pas trop garantis parce qu'ils sont mal encadrés. Donc oui, c'est un super choc d'avoir fait ce pas entre Haïti et la France. C'est avec du recul que je remarque ça aussi, hein. Pour être honnête avec toi, quand je vivais ces moments-là, pour moi, tout était normal. Tu vois, c'est avec le vécu, un peu de recul que je réalise, ah ouais, quand même, hein, c'était ça. Tu vois, donc c'est intéressant parce nous sommes des milliers, voire des millions à vivre ce genre de situation. Bien sûr. Et la grande majorité des gens ne savent pas quel mal est-ce qu'on subit parfois quand on fait ce genre de transition. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu l'as relevé et je trouve qu'il faut le relever encore. Souvent, en tout cas dans la culture dans laquelle on grandit ici en France, en Europe, peut-être que dans des cultures asiatiques ou autres, c'est un peu différent. On va chercher un peu l'origine des problèmes. Alors que chez nous, c'est vrai qu'on cherche des solutions une fois qu'il est trop tard. Ouais. Tu vois, on va chez le psy quand il est trop tard, qu'on a fait un burn-out, qu'on est en dépression. Et ça, dépression. c'est si on va chez le psy, parce que c'est pas des fois, on ne s'en rend pas compte et juste on sombre. Psy, ouais. Mais j'ai compris une chose et je l'ai compris notamment sur une épreuve que j'ai vécue cet été. Mais je pense que parfois, quand on se penche sur notre histoire, quand on se penche sur ce qu'a vécu nos ancêtres, quand on se penche sur ce qu'on a vécu petit, dont on n'avait pas conscience du tout, mais qu'on discute avec notre maman, notre papa, les arrière-grands-parents, des aïeux, quand on discute un petit peu avec eux et qu'on comprend l'histoire de notre famille, qu'on comprend ce qu'on a vécu, certains combats qu'on a dû mener, certaines épreuves qu'on a dû affronter en pensant que c'était normal, qu'on comprend peut-être ce truc qu'on nous a dit, qu'on pensait qui était normal, ou ce deuil, ce problème de santé, peu importe, mais ce qu'on a vécu avant, souvent ça explique ce qu'on traverse aujourd'hui. Et bien évidemment, il y a notre manière d'y réagir qui va pouvoir complètement changer. Mais si on attend de prendre des médicaments, de voir des psys, d'attendre qu'on nous dise... Non, en fait, pour moi, il faut juste replonger dans son histoire, comprendre, pas avoir connaissance de soi, mais avoir conscience de soi, conscience d'où on vient. Parce que quand on est, il y a des choses qui sont dans nos cellules, qui sont déjà là. On a déjà une identité. Nous, on la façonne, mais elle est déjà là. Et quand on comprend... tu vois, je prends l'exemple qu'on cite souvent dans les livres, mais je trouve que c'est hyper parlant. Cette fameuse dame qui toutes les générations de femmes de sa famille deviennent toutes aveugles. Et elle se pose la question de mais comment je vais faire pour moi ne pas être aveugle? Et finalement, un thérapeute lui répond, replonge dans ton histoire et comprends ce qui s'est passé. Quelle est la première femme qui est tombée aveugle? Et la première femme qui est tombée aveugle, c'était une dame en fait qui a connu la guerre et qui a vu toute sa famille, dont son mari et ses enfants, se faire mitrailler devant elle. Elle a tellement eu mal de ce jour-là qu'elle en a perdu la vue. Et finalement, tant qu'on n'a pas compris cette source-là, ce bout de cette histoire, on reproduit. On appelle les schémas répétitifs. Mais quand on sait ce qui s'est passé, c'est le cas de femmes qui subissent des violences, d'hommes qui sont dans les dépressions, on n'en parle pas parce que c'est un homme noir, donc les hommes noirs n'ont pas de dépression. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'étonnes. Mais quand on le sait... On est fort. On est fort, résilient, tu vois. Mais quand on le sait, en fait, ça libère quelque chose et on peut avancer. On peut avancer peut-être autrement et construire une autre histoire. Complètement. Et c'est pour ça que je te rejoins et je voulais le souligner parce que je pense qu'on devrait vraiment se replonger dans notre histoire et je crois que c'est un peu ce que tu as fait en écrivant ton livre. Oui, mais complètement, parce que c'est vrai que en écrivant le livre, je réalise plein de choses. Quand je fais le retour en Haïti, le retour à mon arrivée en France, et vraiment balayer tout ça, ça me permet de me comprendre un petit peu plus. Et en me comprenant plus, je continue
à être, voilà, à être libéré de certaines choses, à être moi-même surtout. Ouais. Et ouais, moi, je trouve que c'est super important de se connaître, de connaître son histoire personnelle, des fois son histoire familiale, son histoire d'où on vient aussi, ce qui est important. Voilà, je suis très clair du fait que oui, je suis peut-être haïtien, mais je m'identifie comme un noir, je m'identifie comme africain avant tout, parce que c'est tout ça qui m'a formé, qui m'a forgé. Donc, si je détache le continent africain avec Haïti, ben, je pense que je passe à côté de certaines choses. Parce que les vraies racines viennent de là-bas. Donc, des vraies valeurs viennent de là-bas. Il y a une certaine tradition, culture, tout ça, ça vient de là-bas. Donc, si on fait des recherches et on arrive à comprendre ce qu'il y a là-bas et pourquoi est-ce qu'on fait les choses de la manière dont on les fait, mais ça nous permet à nous comprendre un petit peu plus. Donc oui, très tôt, j'ai fait cette quête identitaire et c'est pour ça ça fait bien presque 20 ans que je travaille avec l'Afrique. Enfin, que je travaille dans le cinéma avec l'Afrique, mais mes premiers pas sur le continent africain, ça remonte à plus de En Afrique du Sud, je crois, c'est ça? Ouais, non, premier voyage, c'était en Côte d'Ivoire. D'accord. Ah ouais. Côte d'Ivoire, ouais. J'étais dans le mannequinat et il m'avait invité pour faire un show là-bas. Ouais, c'était ouais, ça accueillir la Côte d'Ivoire. Ah ouais, c'était hallucinant. T'es parti à Assini? Ouais, j'étais allé en 91 et j'y suis retourné aussi. C'était quand en 2017 ou 2018. Ok, donc plus récemment, ouais. Plus récemment, ouais. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Ah ouais, c'est un beau pays où il fait bon vivre et tout, ouais. Ouais, ça me plonge dans les souvenirs, moi aussi. Abidjan, c'est goût. Abidjan, c'est goût, c'est bon. Alors, on mange bien. Non, franchement, les Ivoiriens, vraiment, on va y retourner. Ouais, non, en plus de ça, ils ont une certaine joie de vie. Ouais, c'est incroyable, quoi. Les mecs, ils sont tellement talentueux. Ouais. C'est des chanteurs nés, c'est des danseurs nés, c'est des ambianceurs. Ils ont tout, quoi. Et c'est vrai que quand on va à Abidjan, c'est ça qu'on se rend compte de ça, quoi. c'est une ville assez incroyable, assez intéressante. Tu parlais tout à l'heure justement de tes valeurs. Tu te dirais que c'est quoi tes valeurs aujourd'hui? Ben, je ne sais pas si je peux mettre des mots sur ce que ça veut dire exactement, mais les premières valeurs, c'est des valeurs humaines, ça c'est certain. Ça reste dans l'humain. Ce qui dit humain, ça dit la famille, c'est les amis. Le lien, la connexion qu'il peut y avoir entre deux personnes. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Et après, avec ça, ça ramène au respect. Et avec le respect, bon, ben, c'est la vie, quoi. Autant de l'autre que de soi-même, d'ailleurs. Exactement, je pense. ouais. Et ça, c'est important de continuer à comprendre ça et de continuer à transmettre ça aussi. C'est une des raisons, encore une fois, pour laquelle j'ai décidé d'écrire ça. C'est pour la transmission, c'est pour laisser des traces, pour qu'on puisse avoir des repères, que ce soit maintenant, cette génération, que ce soit la génération qui vient, ou dans le futur lointain, qu'on puisse avoir des repères de, voilà, si j'ai une vie qui est plutôt atypique, il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui l'a rendu atypique. Et ça, je trouvais que c'était important pour moi, et que ce soit moi qui raconte cette histoire aussi, et non pas quelqu'un d'autre qui me raconte. Oui, complètement. Est-ce que, avant qu'on finisse cet épisode avec ton livre, moi j'aimerais que tu me racontes un petit passage de ta vie, une anecdote. Alors, pas les trucs classiques qu'on entend partout, mais est-ce que si tu te connectes réellement à toi, tu vois, juste quelques instants, est-ce que tu te rappelles d'un moment où peut-être que tu étais dans le mal, peut-être que tu n'avais pas cette résilience ou cette capacité de te dire que finalement cette épreuve peut te rendre plus fort, meilleur ou te transmettre un message, mais à un moment peut-être plus jeune ou plus récemment, où vraiment c'était compliqué pour toi, mais qu'il s'est passé quelque chose, une rencontre, une lecture, un message, un rêve, qui t'a finalement mis cette petite lueur d'espoir dans ta vie? Ouais, il me semble que très tôt, je pense que même les situations les plus compliquées, je les ai tout le temps abordées avec beaucoup de simplicité.
c'est ce que je remarque en m'analysant. Même quand j'étais dans des situations très compliquées, telles que étant SDF à Paris, j'ai vécu ça, mais d'une manière très, très simple. C'était le soir, j'étais en boîte avec peut-être les personnes les plus cotées, les mieux fringuées. Le soir, voilà, je côtoyais tout ce monde-là, sauf qu'à 5 heures du matin, 6 heures du matin, je ne savais pas où est-ce que j'allais dormir. Donc, c'est comment est-ce qu'on vit avec ces deux mondes. Et à chaque fois, il y a des solutions qui s'offraient à moi, quoi. Ou du moins, je trouvais des solutions. Des fois, c'était des solutions à très courte durée, qui pouvaient durer une nuit. D'autres fois, c'était des solutions qui duraient une semaine ou deux, ou quelques mois. Mais à chaque fois, je trouvais des solutions. Donc, du coup, j'ai tout le temps gardé avec moi le fait que, quoi qu'il arrive, il y aura des possibilités. C'est faisable. Mais pour répondre directement à ta question, je pense que l'un des moments les plus forts de ma vie, ça a été la rencontre avec Nelson Mandela. Ok. Donc, j'étais dans le mannequinat en Afrique du Sud. Et là, on est en 94, où j'ai fait cette rencontre. Je ne sais pas comment et pourquoi. Il y a eu un groupe de personnes qui a pensé que Nelson Mandela aurait voulu me rencontrer ou ça me serait bénéfique de le rencontrer. Et ils ont organisé ça et ça s'est fait. Et pendant quelques minutes de cette rencontre, je pense qu'il m'a fait croire en moi-même. Il m'a fait croire que je pouvais faire tout ce que je voulais dans cette vie. Peu importe la situation, peu importe là où je suis, avec qui je suis, et qu'il n'y avait que moi-même qui pouvait m'arrêter dans ma quête de quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai tout le temps gardé ça avec moi. Là, on est en 94 et je suis dans le mannequinat. Et quand j'ai voulu faire la transition du mannequinat à l'acting, au cinéma, je gardais tout le temps cette rencontre, les quelques mots qu'on a partagés, le fait qu'il m'a... Voilà, Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les héros haïtiens, parce que voilà, c'est ce qui l'a inspiré lui. Et en partageant cela avec moi, ça m'a permis de croire en moi-même un petit peu plus encore, que je valais aussi le coup. Bien sûr. Donc du coup, c'est des choses comme ça qui m'ont poussé à croire, à continuer, à ouvrir les portes fermées, des fois à défoncer les portes fermées pour arriver à ce que je voulais, quoi. Donc oui, moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir rencontré ce genre de personnes. Ouais. On a commencé cet épisode en parlant de rencontres. Tu finis l'épisode en parlant de cette rencontre. Comme quoi, les rencontres peuvent vraiment changer une vie, une destinée. Je pense que chaque rencontre peut changer une vie et une destinée. Maintenant, il faut comprendre les rencontres qu'on fait et comment est-ce qu'on arrive à nourrir cette rencontre et comment est-ce qu'on arrive à obtenir des fois ce qu'on peut obtenir, non pas de la manière égoïste, mais qu'est-ce que ça veut dire cette rencontre vraiment. Je pense que chaque rencontre a besoin d'être. Bien sûr. Ouais. Des fois, c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite, de palpable. Ouais. Des fois, c'est avec le recul, tu dis, mais attends, peut-être que j'ai rencontré cette personne parce que finalement, je m'étais un peu égarée de qui je suis. Elle est venue me rappeler ce que j'étais réellement. Complètement. Ça fait du bien. Oui, c'est pour ça qu'on peut dire que oui, on est passé à côté de ci ou de ça. Non, pas vraiment. C'est juste que peut-être qu'on n'était pas prêt pour faire ci ou ça. Pour accueillir le message de cette rencontre. Exact. Ouais. Ton livre, du coup, est sorti le 24 octobre aux éditions Récamier. Où est-ce qu'on peut le trouver, ton livre ? Il est vraiment dispo dans toutes les librairies ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le trouver plus facilement ? D'après ce qu'on me dit, je n'ai pas vérifié dans toutes les librairies. Mais d'après ce qu'on me dit, c'est dans toutes les librairies. Ok, moi je te dis ça demain alors. Ouais, ça devrait être au moins disponible dans toutes les librairies. Okay. Voilà, les Fnac, Leclerc, enfin bref, un peu partout, quoi, d'après ce qu'on me dit. Et je dois quand même souligner que j'ai eu la chance d'avoir Danny Glover
Wow. On en Comme, parlait tout à l'heure. comme personne qui a écrit la préface. Okay. Ah, c'est lui qui a fait la préface? Ouais, c'est pour ça que je parlais de lui. Ouais. Ok, magnifique. Donc, voilà, c'est lui qui m'a fait cette préface. Merci à toi, Jimmy. Je suis ravie qu'on ait pu échanger sur tout ça. Je pense que c'est important de laisser une trace pour nos enfants, pour toutes les générations à venir, pour se dire que finalement, on n'est pas venu ici pour rien. Ouais. Et que notre histoire peut inspirer d'autres histoires à être réécrites ou à être poursuivies, en tout cas pour impacter le monde, pour impacter l'humanité, pour faire en sorte qu'on soit vivant, quoi qu'il arrive, qu'on puisse, en tout cas de notre vivant, faire quelque chose de beau. Ouais. Faire en sorte qu'à chaque seconde de vie, on puisse savourer, on puisse renaître différemment et en tout cas savourer chaque moment, parce que je pense qu'on n'est pas là pour rien. Et quel que soit le nombre d'années qu'on reste ici, qu'on en fasse quelque chose de beau. Ouais, complètement. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir. À bientôt. Yes, à très vite.